Oui, nous sommes vendredi. Quelqu'un m'a dit vendredi, je dure pas au champ. C'est une expression bien connue en Côte d'Ivoire. Bien bonsoir à vous, merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes très heureux, comme tous les soirs, d'être chez vous à la maison, d'être en votre compagnie. Merci de nous accueillir et je le dis, je le répète parce que j'en ai l'intime conviction. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les soirs à nous regarder. Sur le plateau du Grand Talk, je suis en compagnie de Sarah El Wadili. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Merci, ça va bien, merci. Monsieur Daouda Koulibaly, comment allez-vous? Ça va très bien mon brico, et toi? Ça va, je vais très bien. Super. Pluie aujourd'hui? Oui, c'est notre boussole météo sur le plateau. Depuis ce lundi, on est sous les eaux, on ne comprend pas. Mais franchement, il va falloir que cette satanée météo ait pitié de nous pour qu'on puisse vaquer à nos occupations. Parce que nos mamans qui sont au marché d'Abobo, de Broumakoté, elles ont besoin de vendre pour nourrir la famille, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui aiment la pluie. Hein. Voilà. Tu connais des gens qui aiment la pluie, toi? Oui, peut-être ceux qui sont... S'il doit pleuvoir, je préfère qu'il pleuve au moins dans les champs, tu vois, la nuit, pendant qu'on dort, pas en pleine journée. Ça marche pas comme ça. Très bien, très bien. C'était le point météo avec Daouda. Michel Beta est avec nous ce soir exceptionnellement. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Bonsoir Brice. On vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir sur le plateau. C'est partagé le plaisir. Je crois qu'on a choisi de vous installer. Vous êtes en harmonie avec le décor et c'est génial. Ah, merci. C'est très bien. Bon les amis, notre sujet, notre premier sujet pour la soirée évoque le ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, que nous recevions sur ce plateau-là. Et bien, à propos de la souscription au programme donc, immobilier dénommé Gaïe 1, Gaïe 5, et bien, porté par l'entreprise légendaire immobilière légendaire immobilier ivoirien, L2I, eh bien, il est catégorique. Les 10 promoteurs immobiliers ne sont pas, ou le 10 promoteur immobilier n'est pas agréé. Ouais, ça, non, mais je sais, moi je veux dire, je salue en fait cette promptitude du ministère de la Construction, du ministre Bruno Koné, dans la mesure où, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on a reçu sur ce plateau un jeune Ivoirien qui a souscrit pour l'achat de 10 véhicules. C'est ça. Voilà. Donc finalement, il ne faudrait pas que des gens viennent, disent oui, on est promoteur immobilier, pourtant ils ne sont même pas immatriculés au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Et finalement, ils vont prendre l'argent des gens pour construction des maisons et au finish, on ne voit aucune maison. Et j'avoue que j'ai vraiment aimé cela. D'autant plus que, poursuivant lui-même dans leur communiqué, ils estiment que si vous voulez acheter un terrain, n'importe quelle opération que vous voulez effectuer, il faut aller sur le site du ministère de la Construction, www.construction.gouv.ci, pour s'assurer que le terrain en question, il y a de la paperasse dessus avant de mener une opération. Michel Beta, avant Sarah, vous voulez intervenir avant? Allez, je vous donne la parole. Je vais de galant. Allez-y, Sarah. Merci Brice. Non, mais je rejoins les propos de Daouda. Je trouve que c'est une très bonne initiative que de partager ce message d'alerte en amont. Donc, à peine les publicités ont été distribuées, qu'on a reçu ce message pour nous alerter que le promoteur immobilier n'est pas agréé par le ministère. Et effectivement, comme Daouda le disait, on avait reçu ici le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de la Construction qui avait spécifiquement dit que sur le site même du ministère, il y a la liste de tous les promoteurs immobiliers agréés. Je suis partie sur le site, c'est très simple, on trouve cette liste assez rapidement en 2 clics. C'est un document PDF téléchargeable en 2 secondes et il y a plus de 250 promoteurs immobiliers. Donc on peut très facilement vérifier qui est bloqué et qui ne l'est pas, au risque de pouvoir investir dans des projets qui ne sont pas fiables. Mais maintenant, quand on parle de Gaïe 3 et Gaïe 5, ma première question, c'est de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un Gaïe 1 et un Gaïe 2 quelque part dans lequel il y aurait eu des soucis? J'ai vu effectivement une vidéo, je ne citerai pas le nom du promoteur immobilier, j'ai l'impression que c'était un autre, mais bon, soyez vigilants, faites attention, il y a une liste, ce n'est pas pour rien, elle est très facile d'accès, il s'agit quand même de... Vous faites bien d'en parler, hein, parce que la question qu'on se posait, c'était Gaïe 2, là on est sur Gaïe 2, Gaïe 3, Gaïe 5. Gaïe 3, Gaïe 5 existe depuis combien de temps? Et pourquoi? Est-ce que c'est à la faveur de la publication des affiches de Gaïe 5 qu'on a vu que le communiqué intervient? Mais moi, je dis que moi, j'ai vu le communiqué, mais j'ai été un peu surpris, pour ne rien vous cacher. Parce que je me dis, voilà quelqu'un qui ne s'est pas caché. Ouais. Il a un numéro. Le communiqué ne dit même pas qu'il y a eu, bon, je dis une enquête, hein, pour voir qui est derrière cette affaire-là. Parce qu'il faut... Non, c'est clair, on dit qu'il n'est pas agréé. Ouais, on dit qu'il n'est pas agréé, mais au-delà de qu'il n'est pas agréé, il faut poursuivre pour qu'il arrête. Parce que là, si on s'en tient seulement au communiqué, hein, c'est que tu peux faire... Bon, si on dit que tu n'es pas agréé, tu quittes là. Mais alors que
ce qu'il a fait, si on s'en tient au communiqué, c'est du faux. Donc, il faut qu'au-delà de l'aspect communiqué, déjà, on nous informe que des poursuites ou bien une enquête sera menée pour mettre la main sur ceux qui sont derrière ces publicités mensongères. Ou bien peut-être, je vais aller dans l'ordre des possibilités, ou bien qu'on permet au promoteur, donc au L2, le promoteur c'est L2I, c'est ça? Oui, c'est Ça, Légendaire Immobilier. L2I, eh bien de se mettre en conformité. Peut-être que c'est aussi cette une mise en demeure, d'abord une mise en demeure, et puis, bon, de se mettre, et puis la deuxième chose, on ne dit nulle part qu'on l'a entendu. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'administration, c'est aussi cette capacité de dire qu'est-ce qui te permet de faire ça? Parce que d'autres promoteurs immobiliers peuvent exister dans d'autres pays et vouloir venir exercer ici. Mais qu'est-ce qui te permet de faire ça? Au moins, il se serait expliqué, on aurait pris des mesures pour soit l'arrêter, parce qu'il a un numéro, il n'est pas caché. Non, moi, en fait, il n'est pas caché. Moi, je comprends ce que vous dites, je comprends aisément, et je partage à moitié votre avis. Pourquoi je dis cela? Parce que nous, nos parents ont construit leur maison, ils ne sont pas dans une opération immobilière pour construire la maison. Donc, si je veux construire ma maison, que je vois Sarah El Wadili, je sais qu'elle est très grande maçonne de son état, je dis je vais la voir, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, d'opérations immobilières à Abidjan. Oui. Et donc, du coup, quand tu pousses les gens à aller dans ces opérations immobilières, donc, on n'a même pas votre trace dans nos registres, pour parler comme les gens de l'UMPT, les traces éphémérides même du ministère de la Construction, que finalement, les gens vont donner de l'argent. Parce que l'apport est fait, c'est échelonné. Oui. Et dans l'échelonnement de ce paiement-là, ça peut être une pyramide de Ponzi, finalement. C'est pour éviter, parce que quand il y a problème au niveau de la construction, après, tout le monde va se plaindre à la tour A. C'est le premier, hein, c'est le premier communiqué de publicité qu'il fait. Il en a fait déjà. Le communiqué n'est pas venu automatiquement quand il a fait sortir sa... Justement. Voilà. Donc je veux dire qu'on a eu le temps de voir ce qu'il a fait. On ne l'a pas interpellé. On n'a même pas mené une enquête vis-à-vis de lui pour dire, écoute, qui tu es. Mais déjà, je pense que le communiqué a un premier avantage. C'est d'informer les gens que, attention, si vous aviez l'intention de vous orienter vers cette société immobilière, elle n'est pas agréée. Après, je pense d'autres... Ouais, mais le communiqué aurait dû le dire. Non, mais bon, je pense que dans un premier temps, on traite l'urgence peut-être. Et comme il y a des gens qui sont peut-être sur le point d'investir ou qui sont peut-être en train de négocier des prêts, je ne sais pas quoi, de leur dire attention, prudence. Bon, il n'est pas dit que ce soit des gens malhonnêtes ou quoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne respectent pas la réglementation en vigueur. Et normalement, il y a des sanctions assez lourdes quand même de prévues pour ce genre d'entreprise. Maintenant, il faut suivre les règles. Nous, en tant que citoyens, on sait qu'on a des moyens de vérifier. Et c'est aussi notre devoir, peut-être après nous, les médias, de dire, voilà, il y a une liste agréée, allez la vérifier avant d'investir dans quoi que ce soit. Parce qu'au-delà de tout ça, je veux dire, nous-mêmes, Ivoiriens, on a un problème aussi. Souvent, les pouvoirs publics mettent des mécanismes en place pour qu'on puisse vérifier tout avant d'investir. On a vu l'histoire de Monevea, agrobusiness, qu'on appelle ça, les transports tout dernièrement. On investit tous. Parce que tu le veuilles ou non, nous sommes dans un système de, comment on appelle ça, libéral. Oui, mais du fait qu'on est dans ce système libéral là, ça n'est pas d'accord avec vous. Non, je vais juste terminer. Il faut qu'on soit dans un système libéral. Quelqu'un qui vient et dit je viens à mon entreprise, d'office, ne peut pas l'empêcher d'exercer. Ah si, on peut l'empêcher d'exercer. Non. Oui. C'est après quand il commence qu'on commence à voir que c'est bizarre. Je vais écouter votre point de vue sur la question. Oui, je pense que le gouvernement quand même a un rôle très important de supervision, de contrôle et aussi de sanctions quand des gens ne respectent pas la réglementation. On doit aussi se reposer sur eux. Bon, là, en l'occurrence, ils ont un peu fait leur rôle, mais cette société, si elle existe depuis plusieurs années et qu'elle n'a toujours pas son agrément, c'est quelque part la prévention ne fait pas son travail. Le contrôle n'est pas en place. Il n'y a pas d'audit de fait, de régulier pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de promoteurs immobiliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que le libéralisme, là, ce n'est pas la porte ouverte à l'anarchie. Oui, à l'anarchie. Mais tout à l'heure, elle parlait du fait qu'il y a eu un manque de contrôle. Mais je pense que sur ce même plateau, le ministre Bruno a assis à la place de M. Beta, il a dit ici, on n'a pas tous les effectifs pour contrôler tout et tout en même temps. Et c'est choquant. Donc c'est notre devoir aussi, nous, citoyens, quand tu vérifies, il n'est pas sur la liste, il faut aussi avoir ce sentiment de citoyenneté de dire, il ne faudrait pas que d'autres personnes tombent dans le trou. C'est ça. Monnaie verte, parce qu'il y a des gens, ça oui, mais quand tu mal, crées une entreprise, il faut que tu obtiennes des autorisations. Voilà. Moi, tu ne peux pas juste comme ça... numéro sur sa fiche
qu'on l'appelle et puis on sache qui lui donne l'autorisation de poser de tels actes. D'abord, ça aussi c'est important. première Mais étape. après, on a vu avec l'opération zéro clinique illégale, il y avait des cliniques qui n'étaient pas forcément dans les normes. Et le gouvernement leur a demandé de se mettre aux normes. Donc certainement que ce promoteur-là a besoin peut-être de se mettre aux normes pour être agréé. C'est peut-être cette période-là, on a pu se dire, parce qu'en tant que promoteur, on s'est dit en Côte d'Ivoire, dans certains cas, on s'est dit, bon, on va faire, et puis après, on va se mettre à jour. C'est ça. Mais là, le gouvernement a été prompt. On attend d'avoir la réaction des promoteurs eux-mêmes. Ouais. Bah, il faut se mettre en règle. Il faut, en tout cas, s'ils entendent continuer, il faut se mettre en règle. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire après. On dit, vous n'êtes pas. Mais après, c'est important que le gouvernement rassure ainsi les populations. Oui. Il y a un mécanisme qui est en place, mais bon, heureusement, s'il y a des personnes qui essaient de passer entre les mailles du filet, qu'on puisse les rattraper. Sinon, il existe déjà, en premier point, un mécanisme pour vérifier quels sont les... Parce que je ne vous cache pas que de nombreux Ivoiriens ont peur aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. Oui. Au regard des expériences malheureuses de proches qui ont investi beaucoup d'argent, qui se sont fait gruger. Oui. On se dit aujourd'hui, quand tu as intérêt, tu es sûr, tu vas mettre d'argent à autre chose. Donc si aujourd'hui l'État rassure les Ivoiriens sur le contrôle, la fiabilité de ces promoteurs qui sont agréés, ben, on dira... C'est très vrai. Et même dans le secteur bancaire, pour le coup, ils ne suivent pas. Il y a très peu de crédits immobiliers parce qu'eux aussi sont très, très frileux de l'environnement. C'est ça, c'est ça. Très bien, en tout cas, on va s'en tenir au point de Michel, qui dit, bon, mais on attend la réaction, mais surtout pour l'instant, le gouvernement vous dit, si vous aviez l'intention d'aller à Gaillé 3 et à Gaillé 5, arrêtez-vous. Voilà, c'est ça. Bon, après, s'il y a des gens qui sont à Gaillé 3 et Gaillé 5, l'autre réflexion, c'est que font-ils maintenant? Parce que c'est ça, il y a dû avoir déjà des gens. Il y a des gens qui sont très rapides. Hein. Dès que la publicité est venue le même soir, ils sont Gaillé 3, Gaillé 5. Bon, allez, les amis. On va se tourner vers Port-Boué, hein, où là-bas, il y a une situation assez... quelqu'un aurait dit sur cette chaîne rocambolesque. Non, Daouda? Eh bien, c'est le premier adjoint au maire de Port-Boué, M. Alain-François Adja, par ailleurs membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, donc qui a annoncé le 20 juin dernier sa candidature en indépendant à l'élection municipale du 2 septembre prochain. Ouais, je pense que tout le monde est en train de se mettre au pas de course pour rejoindre le 2 septembre. Mais pour l'analyse que j'ai faite de la situation, est-ce que c'est le moment de se désolidariser comme ça ou bien de se disloquer au sein du PDCI en ce moment-là à Port-Boué? D'autant plus qu'on a un RAGP qui est en train de venir en force. On a M. Katina du PPACI qui vient aussi en force. Donc, si au sein même du parti du PDCI RDA, eux-mêmes ils commencent à se diviser là-bas, il y a problème. Ils font le lit de l'opposition. Mais M. Adja, il explique que M. Mou Sylvestre ne fait pas l'affaire, il n'a rien fait pour Port-Boué. Port-Boué est sous les eaux, qu'on appelle ça, le social n'est pas pris en compte. Donc, il estime qu'il est le candidat idéal. Il était le premier adjoint au maire, monsieur? Oui, il était le premier adjoint au maire. Donc, je veux dire, à quelques jours de c'est là qu'il s'en est rendu compte. Voilà, à quelques jours des élections, automatiquement, M. Adja, il veut se désolidariser du bilan de M. Mou Sylvestre. Moi, ça pose question. Mais j'avoue, est-ce que sa candidature indépendante va prospérer dans la mesure où le président Bédié a été clair en la matière? Il dit qu'il ne faudrait pas donner son soutien au candidat indépendant du PDCI. J'ai d'autres avis sur la question, sur le plateau. Non, mais moi, sur la question, je me dis qu'ils ont géré ensemble. Il s'agit maintenant de faire le bilan. Aya ne peut pas tout d'un coup se désolidariser. C'est une mauvaise foi manifeste. Cette mauvaise foi manifeste et dans ce genre de situation, je pense que le peuple est même assez mature pour décider. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont battu une campagne avant les élections précédentes, pour les élections précédentes, ensemble. Et ils ont gagné ensemble. Ils ont géré ensemble. Aujourd'hui, à 2 mois, on ne peut pas, sous prétexte que, bon, je ne sais pas ce qu'il y a pu avoir entre les deux, mais sous prétexte que l'autre n'a pas bien géré, tu ne l'as jamais critiqué, tu n'as jamais dénoncé sa gestion, et à 2 mois de la prochaine élection, tu trouves qu'il n'a pas bien fait. Mais moi, je crois que ce n'est pas décent. Nous écrit sur nos pages des réseaux sociaux. Ce n'est pas correct. Hein. Titi Elogne, c'est le PDCI contre le PDCI. Oui, le PDCI contre le PDCI, mais on parle d'abord d'un candidat, parce qu'il va vers le peuple de Port-Boué pour que le peuple puisse choisir entre lui et les autres candidats. C'est vrai qu'il s'agit du PDCI, mais je crois que ça, la démarche de l'individu même porte pas matière à rassurer ceux qui veulent lui donner leur suffrage. Parce qu'il a été comptable jusqu'au bout de la gestion du candidat. Moi, je pense que... Donc, il ne peut pas aujourd'hui se désolidariser et puis prétendre être neuf.
hein, Oui, dans cette gestion-là. Bon, Non, mais je crois que c'est pas Vas-y, vas-y, Sarah. Non, mais je rejoins juste ce que Michel dit. Effectivement, c'est pas très beau de voir deux candidats du même parti se tirer dans les pattes. Et ça permet même, je dirais, aux partis de l'opposition de capter tous les arguments qu'ils entendent à gauche et à droite et s'en servir contre eux à un moment. Donc, on a envie de se poser la question et de se dire aujourd'hui, mais que vaut exactement en fait les mises en garde des différents partis contre ce genre de candidature indépendante? Moi, Il y en a de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est que M. Adja, c'est son droit. Il a le plein droit de dire je veux être candidat, ça c'est un. Maintenant, quand vous dites par exemple qu'il ne s'est pas plaint du bilan, durant tout le parcours, la mandature, je veux dire, Emou a été le premier administrateur de la commune de Port-Boué. Oui. Donc, étant ordonnateur, c'est lui qui décidait de tout. Mais vous êtes deux. Quand vous êtes dans une équipe, Mais dans ce pays, M. Beta, vous êtes d'accord avec moi que... Quand tu n'es pas d'accord, il faut dire non. Ce n'est pas une question de pays, c'est une question de responsabilité. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce pays, il y a des gens, les gens ont co-géré ce pouvoir et au final, c'est celui qui était à la tête qui était responsable. Oui, mais parce que... Oui, c'est ça aussi. C'est pas je parle de responsabilité. Quelqu'un m'a dit, est-ce que ce qui est d'usage est la règle? Voilà. Est-ce que c'est normal? C'est pas de responsabilité. Les gens l'ont fait. Quelqu'un veut aller demander aux uns aux autres de porter leur choix sur lui. Est-ce que cette personne a été suffisamment responsable pour espérer avoir la caution des populations? C'est la question que moi je me pose. Parce que si jusqu'ici, à 2 mois des élections, c'est là que tu manifestes un désir d'être candidat, c'est que tu as cautionné. S'il y a eu mauvaise gestion, évidemment, s'il y a eu mauvaise gestion, c'est que tu as cautionné jusqu'au bout. Mais vous savez, peut-être que la gestion n'était pas mauvaise, mais là, il fera mieux aussi. Parce que moi, c'est que je trouve bizarre, en fait. Si tu trouves que tu peux faire mieux, Attends ton tour à la rigueur, mais... Non, mais c'est pas qu'attendre ton tour, mais c'est à 2 mois. À 2 mois, c'est que tu as accepté quand même qu'il soit le candidat. Vous êtes d'accord avec moi qu'en Côte d'Ivoire, quand je vous disais tout à l'heure... Non, mais c'est sérieux. Bah, parce qu'il est important de convoquer l'histoire. Pour parler comme quelqu'un sur le plateau, il faut convoquer l'histoire. Oui, allons-y. Le PDCI et le RDR ont géré ce pays ensemble. À l'orée des élections présidentielles, le PDCI dit, bon, nous on sort du RAGP, on ne se reconnaît plus dedans. Et aujourd'hui, après, ils ont commencé à critiquer la gestion du RAGP qu'ils ont créé ensemble depuis Marcoussis pour venir ici. Pour dire que la politique, même en Côte d'Ivoire, même, elle est malsaine depuis très longtemps. Donc quand des gens, des individus dans des communes se permettent de dire à 2 mois des élections, je vais être candidat, mais ils ne l'ont pas pris ailleurs. Mais alors, il y a une question à se poser. C'est malsain ce qu'il fait. Ouais, okay, ça, c'est mon opinion. Puisque c'est malsain, je trouve que c'est malsain. Tu me rejoins, mais j'estime qu'il a le droit de le faire. C'est pas cohérent. Alors, du coup, on va retenir que dans la démarche de M. Adja, dans un premier temps, il y a le timing qui pose interrogation. À 2 mois des élections, donc il décide d'annoncer sa candidature, donc de sortir du... C'est loin qu'il n'a pas marché. C'est la première question à se poser. Après... Qu'en est-il de l'injonction du parti politique dans lequel il milite, qui dit qu'on ne veut pas qu'il y ait des candidats indépendants, notamment le PDC et le président Non, Bédié. Je pense que même s'il va aux élections, lui-même, Beta disait... Il n'a pas respecté la discipline du parti, Il n'a pas respecté la discipline du parti, mais si au final, il s'en va sur le terrain et qu'il gagne, moi, ce qui me désole dans l'histoire, c'est que généralement, quand des indépendants vont en loup solitaire, quand ils gagnent les élections, les mêmes partis les récupèrent. C'est ce qui... Non, les récupère, mais en même temps, vous dites les récupère. J'aimerais bien que vous précisiez la démarche. Quand ils gagnent, certains reviennent vers les partis. Oui, ils reviennent vers les partis. Souvent même les partis vont même pour les... Pour les courtiser. Oui, pour les courtiser. Parce qu'ils viennent dire aux partis, en fait, le message de revenir vers le parti pour dire, quand on vous dit que vous faites de très mauvais choix, eh bien, vous ne nous écoutez jamais. Donc, je m'en vais, je reviens pour dire, voilà, vous êtes plantés. Donc, je pense que c'est ça. Or, pour ces élections couplées régionales, municipales, c'est des choses qu'il faut éviter, les candidatures indépendantes. Parce que ça trace les sillons de 2025. Alors, le parti qui va le rater... Alors, si déjà il y a une forme de bicéphalisme là au niveau, bon, je dis ça comme ça, je dis rien, mais sinon c'est deux candidatures, PDCI contre PDCI, disait Titi Logne, eh bien, il y en a qui ça fait un bien plaisir, grand... Hein. Comment? À qui ça fait plaisir? Ben, exactement. M. Katina, en l'occurrence, eh bien, qui a décidé d'annoncer que lui, il est l'homme providentiel pour... oui. Vous avez entendu la déclaration? Vous l'avez suivi la déclaration? Non, mais je pense que c'est de bonne guerre, puisqu'on est en campagne. En campagne, chacun dit ce qu'il peut, je peux dire, capter l'attention, mobiliser l'opinion pour lui apporter
pour porter leur voix sur sa candidature. Donc moi je pense que... Parce que d'une certaine façon, pardon Michel, mais d'une certaine façon, M. Adja, par exemple, pour justifier son retrait, par exemple, du groupe PDCI auquel il faisait partie, sera obligé de dire des choses qui pourront être rattrapées pour dire, mais les gars, là, bon, ils ont une mauvaise gestion. Moi, j'utilise ça en campagne contre mon adversaire. Ouais. Mais naturellement, c'est le bon guerre, c'est la bataille électorale. Mais je veux dire que ce que Katina a dit, ce n'est pas nouveau dans la campagne. La campagne, chacun vient comme celui qui peut apporter des solutions qui n'existaient pas. Donc, je crois que Katina a en train de faire sa campagne. Est-ce qu'il n'est pas en alliance avec le PDCI aussi? Non, il n'y a pas d'alliance officielle. Il n'y a pas d'alliance officielle entre Il n'y a pas d'alliance officielle. Voilà. Je pense que chacun est sur le terrain. Et selon ce qui nous a été dit par le porte-parole du PDCI, les discussions sont en cours. Et j'espère que ces négociations se feront dans l'avantage des différents partis. Tout à l'heure, vous parliez de M. Katina qui a fait une sortie où il estimait que lui, il n'est pas corrompu, il est le seul qui peut parler au gouvernement pour régler les problèmes de Port-Bouy. Leur faire face. Tu l'as si bien dit. Je veux dire, c'est des propos de campagne. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec M. Assaoré dans la région de Daokro. Non, ça va être trop grave. Non, pourquoi ne pour dis lui pas ça. Non, non, s'il te plaît, ne va pas cautionner ce type de propos-là. S'il vous plaît, non, mais Daouda et si, c'est des propos de campagne. Non, arrête. Mais pourquoi vous comparez les deux propos? Non, mais je comprends. Justement, dès l'instant que... Michel, il précise. Vous aurez la parole tout à l'heure. Dès l'instant que M. Katina estime que pour convaincre le gouvernement qu'il ne tient... Pour convaincre le gouvernement, il faut qu'il ne tienne en rien. Est-ce que... Bon, c'est mal écrit, oui, en fait. sa phrase voilà. est pas très... Et que tu peux parler haut. Quand je regarde tous les autres candidats, je n'aime pas me lancer des fleurs, mais en toute honnêteté, je ne sais pas qui est capable de regarder les gens du régime RHP dans les yeux pour leur dire « Venez, on va travailler ». Bon, pour moi, tu l'as si bien dit, ce sont des propos de campagne. Quand Assaoré s'en va à Daokro et il dit aux gens, si vous avez voté pour des gens qui ne peuvent pas vous apporter des routes, voici des gens qui peuvent vous apporter la route. Qui les apporte? Mais justement, non, mais c'est des propos de campagne, M. Beta. Vous pouvez l'accepter au moins. D'accord. Je vous comprends. Mais c'est bon, Daouda, je n'accepte pas tes propos. Bon, parce qu'en campagne, il y a des limites dans les propos. Il y a des limites. Il y avait quoi de si grave? Il va terminer. Je viens. La manne que la Côte d'Ivoire génère appartient à tous les Ivoiriens. Bien sûr. Oui. Et elle n'est pas dirigée pour un parti politique. Bien sûr. Si la Côte d'Ivoire génère des impôts, c'est pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour le pays. Ce n'est pas le type de candidat RADP qui apporte ces impôts-là aux populations. C'est la population qui apporte ces impôts-là aux candidats. Je vous comprends. Donc, on ne peut pas dire de go aux populations, si vous ne votez pas le RADP, vous aurez à aller chercher vos impôts ailleurs pour faire vos routes. Non, il n'a pas dit ça. Aïe. Ce qu'il a dit de façon claire. Mais c'était rapporté dit de façon partout. claire parce que Les partis politiques sont pleins. Le candidat qui est parti Ils se sont présenter là-bas, justement, c'est quelqu'un qui travaille dans la question des routes. Donc, il estime que la personne a les compétences. Ils cherchent des moyens pour le justifier. Les partis politiques se sont levés. Mais je le dis, parce que c'est des S'il vous plaît, vous parlez ensemble. Comprenez-le. Michel, Si vous acceptez que ce que Katina dit, ce sont des propos de campagne, mais ayez l'humilité de reconnaître que ce que M. Assaoré dit. Je ne vais pas accepter cela. Katina lui parle de lui. Mais je sens que vous qui Daouda, peut apporter quelque chose. Daouda, c'est vous qu'on entend. Lui parle des impôts des populations, que lui s'en encapare en tant que candidat de PDCI. Mais RADP, tu crois que c'est normal? Non. Très bien. Ok, j'essaierai pour calmer peut-être, monsieur le président. Oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, effectivement, je rejoins un peu les propos quand même de Michel. Il ne s'agissait pas forcément d'un candidat, là, mais le directeur de la trésorerie, il me semble. Ce n'était pas quelqu'un qui devait représenter son parti. Donc, il est en tant que politique. Parce que nous tous ici, on s'était tous accordés pour dire que... Mais après, on a une autre casquette. Donc, quand il a la trésorerie, il est le trésorier. Mais à Daokro, il était là-bas dans le cadre du RAGP. Mais ce qu'il a dit est il était grave. avec le ministre Ce qu'il a dit est grave. Mais pour vous, c'est une question de... pas pour moi. Monsieur Beta, c'est une question de perception. Sont levés pour dire non à ce genre de... Mais c'est une question de perception. Non, c'est pas une question de perception. Je ne l'ai pas mal perçu. Mais pourquoi vous voulez que je ressente tu l'as pas la mal même chose perçu que parce que vous? tu veux le défendre. Non, c'est mal perçu mais je vois que vous défendez le PDCI aussi là. Très bien. Si, quand même. J'ai du mal à vous tenir. On va vous revenir tout à l'heure.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Sarah El Ouadili, de Sa Majesté Daouda Coulibaly, de Monsieur Michel Betta et nous a rejoint Monsieur Franck Etienne. Bonsoir Franck, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien. Merci, vous n'êtes pas l'invité de ce soir malheureusement, mais vous venez participer à ces échanges et à ces débats et sur nos pages des réseaux sociaux. Nous avons de nombreuses réactions et puis surtout un engagement de nos amis internautes, Titi Elogne, Manassé, Dominique Yaba, et plein d'autres. Et plein d'autres, exactement, je ne peux pas tous les citer. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk. Par contre, en tant qu'invité, eh bien, nous sommes très très heureux en plus de le recevoir parce que son dernier passage sur notre plateau a laissé beaucoup de téléspectateurs heureux. Monsieur Ako Eloi, vous êtes directeur des études de la législation et de la documentation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Avec vous, nous allons ce soir évoquer en tout cas la loi relative aux majeurs protégés par la loi. Très bien, c'est une nouvelle loi. Je vais commencer par un point. Qui considère-t-on comme majeur en Côte d'Ivoire? Bien. Il faut savoir que la situation du majeur a changé depuis 2019. Avant 2019, le majeur, c'était la personne qui avait 21 ans révolus, c'est-à-dire qui avait fêté son 21e anniversaire. Mais depuis 2019, le majeur en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a 18 ans révolus. Donc, celui qui n'a pas encore 18 ans révolus, qui n'a pas fêté son 18e anniversaire, est mineur. Donc à partir de 18 ans, vous avez fêté votre 18e anniversaire, vous êtes considéré comme majeur. Tout à fait. Très bien. J'ai entendu une fois la majorité, on parle de majorité administrative, de majorité judiciaire, de majorité électorale. Non, tout ça, c'est... Oui, tout ça a été maintenant fondu en une seule majorité. Très bien. Parce qu'il y avait la majorité électorale qui était de 18 ans, la majorité pénale qui était de 18 ans et la majorité civile de 21 ans. Mais avec la nouvelle loi de 2019 sur la minorité, la majorité à tous les niveaux est de 18 ans. Et cette loi protège les majeurs, cette nouvelle loi protège les majeurs. Déjà, je rappelle que c'est une nouvelle loi. Tout à fait. Il y a une précision sur le fait qu'elle soit nouvelle. Oui. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est justement de dire que cette loi n'est pas encore publiée. Elle a été adoptée par le Parlement. On attend maintenant la publication au journal officiel pour que la loi soit applicable à tout le monde et opposable à tout le monde. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de cette loi qui va bientôt entrer en vigueur par sa publication. D'accord. De quelle protection, puisqu'on parle de protection, de quelle protection bénéficient ces majeurs? Bien. Il faut savoir que en droit, le majeur a la pleine capacité de sa vie, c'est-à-dire qu'il peut accomplir tous les actes de la vie civile, aller en justice, disposer de ses biens, accomplir tous les actes qu'il veut. Ce qui est différent du mineur. Vous savez que le mineur, il est représenté par son père et sa mère, et à défaut de père et de mère, c'est son tuteur qui le représente. Et ce tuteur-là, il est désigné par le juge des tutelles. Et donc, il ne peut pas agir par lui-même. Le majeur, par contre, il agit, il fait tout ce qu'il veut. Mais lorsque le majeur se trouve dans certaines situations, il ne peut pas malheureusement agir comme il veut. Il se retrouve un peu comme un mineur. C'est ce qu'on appelle en droit qui n'a pas la pleine capacité juridique. Et c'est ce type de majeur-là qui fait l'objet de protection à travers cette loi. Donc c'est un peu comme l'histoire de Bettencourt en France, où l'enfant a poursuivi la mère parce que les enfants estimaient que la maman n'était pas en capacité de gérer mieux les biens au niveau de la famille. Oui, il faut dire que sur cette question, il y a plusieurs hypothèses. Mais déjà, pour tracer un peu le cadre, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, puisque la loi n'est pas encore publiée, nous disposons d'un dispositif législatif qui prévoit que le majeur peut faire l'objet de protection à travers deux mécanismes. Il y a d'abord l'interdiction judiciaire et puis l'assistance judiciaire, le conseil judiciaire, pardon. L'interdiction judiciaire, ça concerne les personnes qui sont atteintes de démence ou de folie. Ceux-là, par exemple, ou d'imbécilité, comme le texte le dit, c'est-à-dire des personnes qui ont un retard de croissance au plan psychologique et tout, et qui ne peuvent pas par elles-mêmes agir. Donc ces personnes-là font l'objet d'interdiction judiciaire et sont représentées par quelqu'un qui est leur tuteur, qui agit pour leur compte. Et puis il y a ceux qui sont atteints de prodigalité, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance maladive à dépenser exagérément, sans contrôle, et ceux-là également peuvent faire l'objet de protection à travers le contrôle judiciaire. Est-ce que ce n'est pas une privation de leurs droits
les plus basiques. Je prends un exemple, j'aime dépenser. J'aime dépenser mon argent. J'estime que ce n'est pas votre problème. Que je dépense mon argent, où est le problème? Mais ça va être justement ma question. Ça va être justement ma question. Lui, il estime qu'il fait les choses normalement. Franck Etienne trouve que c'est anormal. Qui décide de ce qui est normal ou pas? D'accord. Effectivement, le majeur, il dispose de ses biens selon son bon vouloir. Comme vous venez de le dire, effectivement, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Je peux être généreux à l'égard de qui je veux. C'est mon droit le plus absolu. Mais lorsque cette générosité est de nature à compromettre vos engagements familiaux et à vous mettre dans un risque de dénuement, on est obligé de vous protéger. Parce que vous faites des actes qui vont même contre vos propres intérêts. Donc il faut que quelqu'un s'assure de ce que vous faites là ne contrevienne pas à vos intérêts et aux intérêts de votre famille. Pardonnez-moi, monsieur, que je souris un peu, parce qu'il y a de nombreux papas dans cette ville qui dépensent, vous avez compris, l'argent de leur famille dans les maquis. Et bien, ceux-là auraient besoin de les mettre... non, mais moi, je veux savoir, pas la même chose. On le protège contre qui? On le protège contre quoi? D'accord. En droit, on dit on le protège contre lui-même et contre les autres. Pourquoi? Si vous allez dans les maquis et que vous dépensez votre argent, il n'y a aucun problème pour le principe. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Mais ces dépenses, il faut qu'elles soient raisonnables et qu'elles soient appropriées à vos charges. Si, par exemple, vous ne faites pas face à vos charges familiales, vous ne payez pas votre loyer, vous n'assurez pas la nourriture, vous n'assurez pas la scolarité de votre enfant, et que dès que vous avez votre salaire, vous vous pointez dans un casino où vous dépensez la totalité avant de rentrer à la maison, en ce moment-là, on est obligé de vous protéger. Vous comprenez bien? C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, monsieur Akko, c'est toujours très intéressant. La grosse difficulté, c'est comment est-ce que cette protection peut se faire? Parce qu'aujourd'hui, en parlant, j'ai le sourire en coin parce que je pense déjà au boucantier. Je me dis, mais un boucantier qui est en train donc de jeter de l'argent à un carrefour, qui est en train de faire ce qu'on appelle le travaillement, à partir de là, comment on l'identifie pour dire que bon, celui-là, il dépense exagérément, celui-là, il n'est pas en pleine possession de ses capacités, je pense qu'il faut qu'il y ait un médecin. etc. Donc, je veux savoir. C'est pour ça que je vous pose la question. Qui décide? Quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme que la loi prévoit? En fait, c'est une question de proportionnalité. C'est ça. Si ce que vous dépensez ne vous empêche pas de faire face à vos charges, il n'y a aucun problème. De façon très, très pratique, monsieur Akko, si Daouda, par exemple... Mais pourquoi moi? Bon, vous êtes celui que j'aime le plus sur le plateau. Si Daouda, par exemple, fait ça, est-ce que sa femme a le droit... Enfin, quand sa femme constate ça, qu'est-ce qui se passe? Elle saisit le commissariat, elle saisit la justice. Comment ça se passe pour qu'on puisse protéger le pauvre Daouda contre lui-même? D'accord. Pour cela, il faut saisir, d'abord dans la loi actuelle, que c'est le tribunal qu'il faut saisir. Et il faut saisir le tribunal avec toutes les preuves pour établir que la personne est prodigue, qu'elle a une tendance naturelle à dépenser exagérément. Et que cela est dangereux pour elle-même et pour sa famille. Et le juge va apprécier. Daouda sera entendu. On va faire des enquêtes pour vérifier qu'effectivement, sa tendance à dépenser n'est pas conforme à la norme. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, avec la loi qui va bientôt entrer en vigueur, des mécanismes ont été mis en place pour permettre, par exemple, à un médecin d'intervenir dans la procédure de façon obligatoire pour attester qu'effectivement, cette tendance à dépenser est maladive. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que dans le domaine où vous êtes actuellement, pour les personnes dans la situation sénile, des personnes folles et autres, ça, on est d'accord. Mais prenons un cas simple. On parle de mon exemple. Mon épouse décide de dire, oui, il ne peut pas gérer son argent, il dépense, il fait ça, tout et tout. Mais si elle fait ça, si je dis je divorce, elle fait quoi? C'est basique pour que je puisse mieux comprendre en fait. Le divorce, pour qu'on se sépare, c'est fini. Là, vous allez sur un autre terrain qui va complexifier encore l'affaire. Oui, parce que je ne veux pas qu'elle me prenne mon argent. Parce qu'on ne divorce pas, parce que votre femme vous dit que vous dépensez. Ça, ce n'est pas un motif de divorce. Vous comprenez? Ce dont il s'agit ici, il faut déjà faire la part des choses. Si vous êtes marié, il y a la loi sur le mariage qui fait que votre conjoint est en droit de saisir le juge pour que vous fassiez face à vos charges conjugales. Et donc, s'il se trouve, à travers ces dépenses-là, que vous mettez en danger les charges, les acquis du ménage, au point que ça mette en danger la vie familiale, elle est en droit d'obtenir cela. Là, on n'est pas dans le cas des majeurs protégés. Très bien. C'est important. Alors, justement, on parle de protéger, donc je vous saisis au mot, pardon, Franck, c'est là. Michel, comment on protège ces personnes, dans le fond? D'accord.
La protection consiste à leur désigner une personne qui va agir soit pour les assister, soit pour les représenter. Donc, c'est deux situations distinctes. Et dans le régime qui est prévu dans la loi, il y a trois types de régimes. Il y a ce qu'on appelle la tutelle, qui consiste à représenter entièrement la personne parce qu'on estime que la personne n'est pas à même de pouvoir elle-même à ses intérêts, qu'il faut une autre personne pour la représenter, pour agir en son nom et pour son compte, dans le mieux de ses intérêts, sous le contrôle du juge des tutelles, en ce moment surtout dans le cadre de la tutelle, où on est en matière de curatelle, où on désigne un curateur qui va l'assister dans l'accomplissement de ses actes. Là, le majeur en question n'est pas privé de son droit d'agir. Il accomplit les actes, mais sous l'assistance et le contrôle d'une tierce personne qui est son curateur. Et le juge va identifier les actes qu'il ne peut pas poser seul, les actes qu'il est obligé de poser en présence ou sous le contrôle de son curateur. Il y a toujours un médecin et un juge Dans pour, tous les pour cas se de mettre figure, d'accord. avant que le juge ne prenne la mesure, parce que c'est une mesure qui est ordonnée par le juge des C'est tutelles. ça. Il faut saisir le juge, présenter la situation. La personne qui est concernée doit être entendue, elle va s'expliquer. On va désigner un médecin qui va vérifier qu'effectivement la situation de l'intéressé justifie qu'on lui mette en place un mécanisme de protection. Le juge peut ordonner toutes sortes d'enquêtes qu'il faut, enquête sociale, enquête psychologique, pour vérifier qu'effectivement ce qui est demandé est pertinent. Et à la suite de ça, si c'est vraiment établi, le juge ordonne la mesure. S'il estime que ce n'est pas pertinent, il refuse d'ordonner la mesure. Michel depuis 4 Oui, minutes. monsieur Ako, moi j'ai pu lire un peu ce qui nous a été donné de voir sur la loi, mais je vois que les majeurs, comme vous l'avez dit, sont protégés. Hein, c'est ceux qui sont dans une situation de difficulté mentale, psychologique. Je vois aussi, nous constatons, quand un majeur en prison se retrouve dans une situation de démence, est-ce qu'il y a une protection particulière pour lui, Pour ce majeur. pour ce majeur-là? C'est le même principe, c'est-à-dire pour lui permettre d'accomplir les actes de la vie civile qui lui sont possibles d'accomplir, il faut lui désigner justement par le juge des tutelles une personne, soit pour la représenter, soit pour l'assister dans certains actes. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il peut arriver aussi que dans l'intervalle, la mesure soit prévue pour une durée limitée. Imaginez quelqu'un qui a un accident et qui est dans le coma de façon provisoire pour un certain temps, qui a besoin d'être représenté. À ce moment-là, on peut prendre ce qu'on appelle la sauvegarde de justice, qui est une mesure provisoire de 3 mois renouvelable une seule fois. Et à la fin de ce délai, la personne retrouve la pleine capacité de ses actions. Mais moi, j'ai une question à ce propos. Pardonnez-moi, mais j'ai Sarah depuis quelques minutes et je reviens à vous. Excuse-moi, Daouda, très rapidement. Oui, donc, si on comprend bien, il y a 3 régimes, donc celui de la sauvegarde qui est temporaire, de la tutelle et curatelle. Moi, j'ai une question pour la personne qui est majeure, qui est placée sous l'un de ces régimes, plus particulièrement sous tutelle, parce que c'est un peu plus fort. Est-ce qu'il y a aussi des cas de figure où des mesures qui sont prises pour protéger le majeur au cas où le tuteur abuse un peu de son pouvoir et décide de prendre un peu trop ses responsabilités au sérieux et puis vendre des biens ou même détourner des fonds. Par exemple, je ne sais pas, dans le cas de figure de Daouda avec sa femme, si elle décide de dépenser tout son argent, elle aussi de son côté. Ah, Daouda, il souffre ce plateau. Est-ce qu'il y a aussi des mesures pour protéger dans les cas de figure où le tuteur viendrait abuser de son autorité et de son droit? Évidemment, dans ce genre de mesures, ce qu'il faut retenir, à partir du moment où le juge prend la mesure, la personne qui est désignée rend compte de sa mission. Dans le cas de la tutelle, il est institué ce qu'on appelle un conseil de famille, qui est composé des parents maternels et paternels de la personne sous tutelle, et les actes qui sont posés par le tuteur sont surveillés par ce conseil de famille. Et en arrière-plan, le juge des tutelles également surveille ces mesures. Le procureur de la République également, on lui rend compte de ces mesures. Donc le tuteur n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Il doit forcément rendre compte de sa mission. Et il doit le faire dans l'intérêt de celui dont il assure la tutelle. C'est bien parce que j'allais dire, par exemple, l'épouse de Daouda qui porte plainte. Non, c'est bon maintenant. Trouvez une autre personne. Vous êtes là, vous êtes notre combat sur le plateau. Porte plainte, de facto, ce n'est pas l'épouse qui devient, que le juge pourrait désigner comme tuteur. Il y a un autre mécanisme qui met en place. Lorsque la personne qui est placée sous l'une de ces mesures est mariée, son conjoint est de droit son tuteur. Oui, sauf si la communauté de vie a cessé entre eux, par exemple en cas de séparation de corps, ou au cas où
le juge considère que son conjoint n'a pas les aptitudes pour pouvoir assurer cette gestion, en ce moment, il désigne quelqu'un d'autre. Dans D'accord, tous les mais cas, moi- sa décision doit être motivée. La question que je voulais poser, c'était pour revenir un peu au début, pour que je comprenne mieux. Parce que vous avez dit que la majorité maintenant en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Tout à fait. Est-ce à dire que désormais, en Côte d'Ivoire, à 18 ans, on peut donner une femme ou un homme en mariage, sans problème, devant la loi? Pour que ça soit clair devant les D'accord. téléspectateurs. Ouais. D'accord. Quand vous dites donner un mariage, ça pose problème. Oui, donner, bon, ok. Il faut plutôt demander si quelqu'un qui a 18 ans peut se marier. Peut se marier. Ça. Voilà, là c'est plus juste. Voilà. Parce que le mariage doit être consenti par la personne. Si qui c'est s'est- consenti, il n'y a pas de problème. Voilà. Si il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage Il peut être forcé. annulé. Donc à 18 ans, on peut se marier. Mais sur ce point, la précision qu'il convient de faire, c'est qu'avant 2019, avant la nouvelle loi sur le mariage, l'homme pouvait se marier à 20 ans. Parce que la majorité, c'était à 21 ans. Et la femme pouvait se marier à 18 ans, mais avec l'autorisation de ses parents. Mais aujourd'hui, la majorité ayant été ramenée à 18 ans, on n'a plus besoin de se marier quand on est mineur. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes pressé de vous marier, vous patientez jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. Et en ce moment-là, étant majeur, vous n'avez plus besoin d'autorisation de qui que ce soit. Même avec autorisation, Moi, on ne peut pas se Il marier n'y à a 14 ans. plus d'autorisation possible. Ok. Moi, ce que je voulais savoir, tout à l'heure, Brice a parlé de nouvelles lois. Et je me dis, c'est qu'il y a eu une ancienne loi. Et puis, dans les dates que vous donnez tout à l'heure, on a entendu 2019. Je veux dire, avant donc 2019, quelle loi existait? Quelles ont été les insuffisances que vous avez essayé de corriger avec la nouvelle loi? D'accord. La précision 2019, c'est par rapport à la majorité et à la minorité. La loi sur la protection des majeurs, c'est une loi qui a été adoptée tout récemment par le Parlement. Ok. Nous sommes actuellement dans l'attente de sa publication au journal officiel. Lorsque ce sera publié au journal officiel, 4 jours après, ça entre en vigueur et ça devient applicable à tout le monde. Pour qu'on comprenne bien également le processus, qu'est-ce qu'on attend pour que ce soit publié au journal officiel? C'est incessant, c'est incessamment dans les jours qui viennent. Ça va Mais être est-ce publié. que à ce Non, mais ma propos-là, question est-ce que- demeure, hein. Oui, la question demeure. Voilà, c'est-à-dire donc, qu'est-ce que qui a les justifié majeurs, voilà. qu'on ait changé le dispositif? Voilà. D'accord. Il y a 2 points essentiels. Hein. D'abord, sur les cas qui justifient qu'un majeur soit protégé. Avant, pour que le majeur soit protégé, il était soit dans un cas de fureur, de démence ou d'imbécilité, soit dans un cas de prodigalité. Aujourd'hui, ces cas ont été étendus à la situation de celui qui se trouve dans une situation d'altération de ses facultés, aussi bien mentales que corporelles. Dans les cas d'infirmité, dans les cas d'affaiblissement dû à l'âge ou de retard anormal de son développement. Donc voilà ce qui a été ajouté. Parce que imaginez, avec l'ancienne loi, quelqu'un qui était dans le coma ne pouvait pas faire l'objet de protection conformément à cette loi-là. Il fallait soit être fou, soit être dépensier, ou bien avoir un problème d'handicap psychique de ce genre. Mais quelqu'un qui est malade ou qui est vieux, qui ne peut pas agir parce qu'il est vieux, il n'est pas fou. Celui-là, on ne pouvait pas le faire accorder la protection par rapport à la loi. Donc, ce cas a été étendu à cette situation. Et deuxième élément, c'est sur les mesures. Les mesures, c'était soit l'interdiction judiciaire pour ceux qui étaient fous, hein, pour caricaturer, et la protection au plan de celui qui était prodigue, le conseil judiciaire. C'était les 2 régimes. Aujourd'hui, ces 2 régimes, on peut dire, ont été remplacés par la tutelle et la curatelle, et au milieu a été ajoutée la sauvegarde de justice, qui est une mesure provisoire, hein, qui peut permettre soit la représentation, soit l'assistance. Là, ce que moi je veux savoir maintenant, parce qu'on parlait de la promulgation de cette loi que vous estimez être imminente, est-ce que quand... Précision. Oui. La loi a été promulguée. Oui, mais Il reste elle sa n'est pas encore- publication. sa publication au journal officiel. C'est ça. Puisque quand elle sera publiée au journal officiel, c'est là que ça va être applicable à tout le monde. Tout à fait. Au niveau du ministère de la 4 jours Justice, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que tous les 30 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire puissent être au courant de cette loi? Parce que généralement, il y a des lois, mais on ne sait pas. Ça existe. On n'est nécessaire ignorer la loi. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre direction pour que les gens sachent? Mais nous sommes là pour ça. Oui, mais là, on Ça n'a fait pas- partie. Vous devez faire avant la publication. Non, en fait, c'est des mesures que le ministère estimait utiles. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Hein. On l'a déjà fait pour plusieurs lois, par exemple le code pénal, le code de procédure pénale.
dès lors que le Parlement avait déjà engagé l'adoption, le ministère de la Justice a commencé à en parler avant que ça ne soit publié. Il y a une campagne de promotion de la promotion. Voilà. Donc c'est une forme d'anticipation pour préparer un peu. Et que lorsque la loi sera publiée, ces mesures-là vont se poursuivre. Moi, j'avoue que j'ai entendu des termes, là on va revenir à la terminologie, j'ai entendu des termes qui m'ont particulièrement, je dirais, choqué. Parler de fureur, parler d'imbécilité. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça contient Est-ce que quoi? dans la nouvelle loi, on Non. utilisera d'autres termes Voilà, parce que des ça termes peut choquer. voilà. Si on effectivement la fureur, c'est les fous furieux qui agressent tout le monde dans la rue. L'imbécilité. Les loubards? Non, pas les loubards, les fous. Non, les fous. Les fous. Quelqu'un qui est atteint de folie et qui peut attaquer Prendre la n'importe machette qui. pour poursuivre les gens. Voilà, Ouais, ça c'est boire. la fureur. Vous voyez? Ok. Bon, l'imbécilité, en fait, ça correspondait à l'état de ceux qui ont un développement anormal, un plan psychique. Bon, vous voyez que ce n'était pas des thèmes appropriés. Absolument. Et c'est des dispositions qui existent depuis 1803. On a hérité du Code civil Napoléon depuis notre indépendance. C'est ça qui est applicable jusqu'à maintenant. Et donc, il a fallu quand même que ces mesures-là soient réformées. Aujourd'hui, on parle d'altération des facultés mentales. D'accord, donc rassurez-nous, on n'entendra plus ces mots Non, on n'entendra plus ces réducteurs. mots. C'est des mots qui datent d'une certaine époque. Mais la prise en compte de cette loi lors des discussions, est-ce que vous avez pris en compte la valeur sociologique? Parce que tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez dit la famille maternelle, la famille paternelle. Mais souvent, il arrive dans certaines familles que les deux familles même ne s'entendent pas. Donc, dans ce cas de figure, comment on gère tout ça, en fait? Non, en fait, le conseil de famille n'a pas pour rôle de gérer. C'est de contrôler et surveiller l'activité du tuteur. C'est le tuteur qui est désigné, qui est le gérant, qui représente. Et donc, il lui faut des personnes qui l'assistent, qui surveillent et qui autorisent certains actes. C'est une forme de commissaire aux côtes. Voilà. Et donc, par exemple, lorsqu'on veut vendre, mettons le cas de la vente d'une maison, de celui qui est mis sous tutelle, ou de la vente d'un terrain ou d'une plantation, il faut absolument l'autorisation du conseil de famille. Et tout ça validé par le juge de tutelle. Donc, pour éviter que le tuteur ne soit libre de faire tout ce qu'il veut au point d'abuser des biens de celui dont il assure la tutelle. Parce qu'il ne faut pas quitter un revers pour tomber dans un autre revers. C'est pour cette raison que le conseil de famille est mis là. Alors que dans le cas de la curatelle, par exemple, c'est l'intéressé lui-même qui agit, mais sous surveillance, sous contrôle, sous assistance. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de conseil de famille. Sako, merci beaucoup. J'ai envie de dire, que retenir de cette nouvelle loi pour terminer l'émission, globalement? Bon, globalement, c'est l'élargissement du champ pour permettre à des cas qui n'étaient pas pris en compte par la loi d'être pris en compte désormais. Et puis, une meilleure flexibilité à travers les mesures qui permettent de prendre en compte toutes les situations où le juge de tutelle peut décider en cours de procédure, par exemple, qu'en attendant qu'on ordonne la tutelle, il met en place la sauvegarde de justice, où on va poser certaines restrictions sur certains actes seulement, où celui qui est chargé d'assurer la sauvegarde de justice, le mandataire spécial, n'accomplisse que des actes bien particuliers avant de parvenir, par exemple, à la tutelle définitive, qui est la prise en compte de tous les actes, ou considérer que dans tel cas, il vaut mieux aller à la curatelle, parce que l'enquête, les rapports ont permis d'établir que la personne peut agir, mais qu'elle a besoin simplement d'être assistée et contrôlée pour qu'elle ne fasse pas d'excès. Monsieur Eloako, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur des études de la législation et de la documentation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'avoir été sur notre plateau, d'avoir accepté de nous apporter ces éléments d'éclairage, de pédagogie sur cette nouvelle loi relative aux majeurs protégés par la loi. On espère vous avoir sur notre plateau quand la loi, enfin pour d'autres occasions, parce que je vous remercie. Sur vos différents passages sur nos plateaux font tâche. Et de très très belles tâches. Merci beaucoup. Merci Monsieur Meta. C'est moi qui vous remercie. Merci, je vous en prie. Merci Monsieur Franck Etienne. Merci. Monsieur Daouda Koulibaly, merci beaucoup. Merci mon bricot. Madame Sarah Elouadi, merci. Merci beaucoup. Je dis merci parce que nous sommes vendredi. Et demain, on sera là lundi sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Soyez prudents. Soyez prudents sur les routes. Vérifiez vos pneumatiques, les essuie-glaces, les phares. Vérifiez tout. Soyez prudents. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur vous. Un risque. Aussi.